Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle session des tutos Amaté. Aujourd'hui, on accueille Jean-Baptiste Pressac qui travaille au Centre de recherche bretonne et celtique à Brest. Et dans son unité, il déploie des bases de données pour répondre aux besoins de son équipe et notamment pour valoriser des ressources documentaires. Jean-Baptiste est membre du réseau Maté, puis il est surtout dans le comité de pilotage du réseau métier base de données. Et puis localement, il participe à de nombreuses formations et c'est au titre de ces différentes expériences qu'on lui a demandé aujourd'hui d'intervenir dans le tuto Amaté pour nous parler de Scrappy, une librairie Python qui permet d'extraire des données en ligne hébergées quelque part sur le web. Donc on va laisser la parole à Jean-Baptiste pour qu'il nous présente Scrappy pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et puis ensuite on aura un moment de discussion sur l'exposé de Jean-Baptiste. Donc si vous avez quelques questions, vous n'hésitez pas à les poser via le chat ou le module questions et réponses, de manière à ce qu'on puisse les prendre en compte et y répondre. Mais donc Jean-Baptiste, je te laisse la parole pour présenter Scrappy dans cette session des tutos Amaté. Ok, merci. Oui, donc Scrappy. Alors, enfin, c'est plutôt c'est l'introduction web scrapping en fait avec Scrappy. Déjà, qu'est-ce que c'est que le web scrapping? Bon, donc, j'ai repris la définition de Wikipédia. En fait, c'est la récupération de contenu en ligne avec des scripts ou des logiciels. Alors, là aussi, quel type de contenu en ligne? C'est principalement, enfin, c'est tout le contenu qui se trouve dans des pages web. Donc, ça peut être du code HTML, des portions de code HTML, mais aussi des images, des fichiers, etc. Donc, en suivant des liens. Donc, c'est-à-dire que ça vous permet de récupérer ce que vous verriez sur une page web, mais de manière semi-automatique, quoi. En fait, comment je me suis intéressé au web scrapping? Alors, c'est vraiment, comment dirais-je, j'ai une toute petite expérience dans ce domaine. C'est juste parce que une collègue sociologue de l'UBO qui en fait était en train de travailler sur un forum d'assistance maternelle et qui du coup se retrouvait elle voulait analyser les échanges. Et pour les analyser, elle faisait du copier-coller dans un fichier Excel, quoi, des échanges qui avaient été des messages, quoi, qui étaient échangés sur le forum. Donc je vous laisse imaginer que ça lui prenait un temps fou, quoi. Et donc comme je connaissais Python un petit peu, je vais proposer donc du coup d'essayer de récupérer les données avec cette librairie qui s'appelle Scrappy. Et donc pourquoi Python? Parce qu'en fait Python c'est le langage que j'utilise depuis mon arrivée au CRBC, depuis donc à peu près 6 ans, notamment pour faire l'interface de saisie et de présentation d'une de nos bases de données. C'est une base de données des auteurs de langue bretonne. Donc c'est ça l'avantage, c'est que Python repose sur l'avantage de Python, c'est que c'est un langage à tout faire, quoi. C'est-à-dire que c'est un langage qui permet de faire de l'analyse de données, comme on peut le faire dans R, mais c'est aussi surtout un langage qui permet aussi de créer des interfaces web. Et puis après, l'autre avantage, c'est que concernant Scrappy, c'est que c'est une librairie qui est gratuite open source. Et puis surtout, c'est qu'elle a une très bonne documentation. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets open source qui ont pas du tout de documentation, ou qui ont une documentation quasiment inexistante, ouais. Donc c'est vrai que le gros avantage, c'est que la documentation est très bien faite et ils ont un tutoriel aussi de prise en main qui est vraiment super bien fait, quoi. Donc je me suis servi de ce tutoriel-là pour construire mon premier script. Alors concernant le web scrapping,
ce qui distingue le web scrapping des autres formes de récupération de contenu, bah, c'est que bah, la matière première du web scrapping, c'est le code HTML. C'est-à-dire que bah, dans toute page, c'est-à-dire que là, je vais peut-être essayer de me connecter. Hop, là, si je fais ça, tadada, je vais aller chercher mon petit site internet. Est-ce qu'il est non, il n'est pas là. Je vais chercher le site internet sur lequel je voulais qu'on travaille. Voilà. On verra plus tard comment scraper cette page-là, mais bon, je ne sais pas si bon, tout le monde, je sais pas si vous le savez tous, mais bon, en fait, quand on consulte une page internet, ce qui se passe, c'est que bah, le navigateur, lui, ce qu'il récupère, c'est le code source de la page, c'est-à-dire ça, en fait, qu'il interprète pour qu'on puisse effectivement le regarder. Et donc, ce que va permettre en fait de faire le scrapping, c'est qu'il va analyser ce code-là, en tout cas, on va lui demander d'analyser ce code-là pour récupérer bah, comment dirais-je, du code HTML. Qui dit donc, qu'est-ce qu'il y a dans le code HTML aussi? Ben, il y a le texte qu'on consulte, mais il y a aussi la mise en page, la mise en forme du texte, c'est-à-dire que toutes les informations qui permettent de dire au site internet que ben voilà, cette portion de texte, elle se retrouve dans une zone, etc., qui est dans une autre zone, etc. Donc c'est l'inconvénient entre guillemets de ce type d'analyse, c'est que ben on mélange, on va récupérer des informations dans laquelle sont mélangés autant le contenu textuel que la mise en page, quoi. Hop. Du coup, si je reviens là, donc ce qui fait que bah, du coup le code HTML forcément il est spécifique au site que vous scrapez, et puis surtout qu'aussi bah, comme dans l'HTML il y a la mise en page, si jamais comment dirais-je, le webmaster modifie comment dirais-je la mise en page, l'aspect graphique du site, il est possible que du coup bah, le script que vous avez conçu intenté ne soit plus valable plusieurs mois plus tard, quoi. Donc ça, effectivement, ça c'est une chose dont il faut tenir compte. Il y a aussi, donc ce qui fait que quelque part aussi, on peut se poser la question de quand on fait du web scrapping, en réalité, ce qu'on récupère en réalité, c'est le contenu qu'il y a dans une base de données, puisque les sites internet sont pour la plupart du temps maintenant construits sur des bases de données. Et donc il y a aussi avant d'essayer d'envisager de scraper un site internet, on peut se demander s'il n'y a pas des alternatives au web scrapping. Par exemple, une alternative la plus courante et qu'on connaît depuis très longtemps, bah, c'est tout simplement par exemple les flux RSS. Par exemple, si jamais je vais sur le site de test.fr, c'est pas forcément très intéressant de faire du web scrapping, puisque on peut récupérer, si je rajoute par exemple l'extension .xml sur une page web quelconque de test.fr, je peux récupérer une partie du contenu sous forme de fichier XML. Donc là, on a plus intérêt à utiliser un autre type de, comment dirais-je, d'outils pour récupérer l'information. De la même manière, maintenant, si on peut même récupérer l'information au format ADF. Ça, c'est une façon de le faire. Il y a aussi, en général, sur les blogs, les outils de blog, par exemple sur WordPress, sur lequel se base, comment dirais-je, hypothèse.org, il y a aussi des flux RSS. Les flux RSS, c'est ça, sur les sites WordPress, puis de rajouter feed à la page d'accueil, et hop, on récupère, comment dirais-je, le flux RSS. Alors le flux RSS, c'est l'interprétation du navigateur qu'on voit ici, mais en réalité, ce qu'on peut récupérer, c'est ça, quoi. Il y a aussi une autre alternative, c'est ce qu'on appelle les API. Les API, en fait, c'est pour Application Programming Interface. Ça, c'est dans certains cas, les sites mettent à disposition des données brutes
à travers des API. Alors une API, il y a des API par exemple pour récupérer des tweets de Twitter. Il y a par exemple aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les archives ouvertes HAL ont aussi une API. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que je l'ai mis? Oui, aussi la BNF aussi a des API. Alors les API, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est accessible à travers une URL et qui permet de récupérer des informations en respectant une certaine syntaxe dans les URL. Donc on ne peut pas, du coup, pour utiliser une API, il faut forcément consulter sa documentation, puisque les requêtes changent d'une API à l'autre. Mais par exemple, là, j'ai ça c'est la page de présentation de l'API de HAL. Il nous donne un exemple, par exemple, de requêtes qu'on peut faire sur l'API. Je ne sais pas si vous la voyez bien, par contre. Attends, parce que moi, pour l'instant, je suis toujours sur la page web scrapping. Ah, d'accord, il y a un temps de latence. Du coup, parce que là, t'es rendu où? Là, t'es sur le... Là, je suis sur la page je suis sur HAL. Je suis sur sur la documentation de HAL. Alors j'ai le même Ouais, problème, je pense qu'en fait tu as partagé plusieurs écrans ou plusieurs fenêtres, j'en sais rien. Ah non, non, non. Quoi, Euh, non, tu as partagé peut-être une fenêtre et donc comme tu changes de fenêtre, nous on reste sur la fenêtre que tu as partagée. Parce que là, ce que j'ai partagé, en fait, c'est c'est Tout tout l'écran. l'écran. Ouais. Donc il y a peut-être un petit temps de latence, je sais pas. En tout cas, je suis comme Benoît. Ah, alors c'est bête parce que du coup. euh, attendez. C'est embêtant parce que du coup, je passe forcément d'un. Ça, c'est bizarre ce truc. Euh, C'est-à-dire que si jamais là je fais ça, vous voyez pas mon bureau. là, non, mais c'est marrant parce qu'il est figé chez moi, j'ai l'impression ton bureau. Et on n'a plus ton image, ce qui m'angoisse un petit peu. Euh, Ah, ouais, mais je crains qu'il y ait des problèmes réseau. de serveur MyCom, parce que là, je suis en qualité de réseau très mauvaise. Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air de patiner un peu, quoi. En même temps, je vais peut-être peut-être voir si je m'enlève comment dirais-je, ma trombine. Parce que ça, Essaye, mais ça a déjà été enlevé, je crois. Mais essaye. là, je viens de l'enlever, là. Ouais. Donc, je sais pas. Et ben, Donc là, vous voyez toujours pas mon écran? Là, je suis en train de, là, normalement, ce que j'ai mis à l'écran, enfin, sur la page de présentation, c'est une page sur ah, de HAL, en fait. non, là on voit que tu touches à thèse. Ah, là tu cliques sur thèse, là ça marche, je crois. On va partir sur thèse.fr avec toi. Ah. Donc là, je sais pas si vous voyez, je suis en train de montrer je suis en train de surligner une URL, je sais pas si vous voyez. Parce que du coup, Alors, là, on est bien sur la page, sur la page thèse.fr. Là, on est revenu sur HAL. ouais, ok. Oui, on voit que tu surlignes. Ouais, Voilà, là ok. ça marche. Ça y est. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça. Donc l'API, elle est accessible. Donc elle a une adresse api.archive-ouverte.fr. Et puis après, en fait, il y a ce qu'on appelle les requêtes, enfin, les paramètres d'URL. C'est tout ce qu'on trouve avec les points d'interrogation. Et puis les paramètres, en fait, par exemple, c'est Q. Q parce que Q pour query, je suppose, égale test. Et puis c'est parce que du coup, il y a un autre paramètre d'URL qui s'appelle WT pour spécifier donc le format dans lequel on veut obtenir les informations. Donc, une documentation précise en fait tous ces paramètres, tous les paramètres d'URL qu'on peut utiliser, et puis aussi quel type d'informations on peut récupérer. Donc c'est vrai que là du coup c'est beaucoup plus simple de récupérer des informations par une API ou par un flux RSS parce que du coup vous récupérez les données entre guillemets plus ou moins les données brutes, c'est-à-dire que sans forcément la mise en forme qu'il y a dans du code HTML. Et puis sinon, il y a une alternative qui est entre guillemets assez récente. C'est toutes les alternatives qui concernent l'open data, et notamment les Sparkle Endpoint. Alors les Sparkle Endpoint qui permettent de récupérer des informations en format, par des requêtes en fait en RDF, en Sparkle, de récupérer des données sous différents formats, CSV, ou alors JSON ou RDF.
Donc, par exemple, alors, data.bnf.fr, je vais peut-être pas vous le montrer parce que, alors, s'il y a, enfin, il y a un Sparkle qui est vraiment, enfin, qui est intéressant de connaître, c'est celui du projet Wikidata. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. Euh, c'est euh, on- c'est en fait Wikidata, c'est un des projets de la Wikimedia Foundation. C'est l'éditeur en fait de tous les Wikipédia dans les différentes langues. Et Wikidata, c'est en fait c'est censé être un dépôt de données qui sert normalement de point d'entrée pour les différents Wikidata dans toutes les langues. Donc là, avec par exemple le Sparkle Endpoint de Wikidata, je peux récupérer par exemple la liste de toutes les compagnies aériennes. Et puis là, j'obtiens, hop, je peux obtenir du coup par exemple, là j'obtiens par exemple, je peux avoir des détails sur comment dire, là j'arrive en cliquant sur le lien sur la page Wikidata de la Lufthansa. Et du coup, c'est-à-dire que au lieu, si jamais vous voulez récupérer des informations en masse sur Wikipédia, c'est vrai que plutôt que de faire du web scrapping sur des pages web de, de, de Wikipédia, il vaut peut-être mieux maintenant passer par, comment dirais-je, par le Sparkle Endpoint de Wikidata. Wikidata, ou alors il y avait un autre projet aussi du coup de mise à disposition des données du Wikipédia. C'était, je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là, c'était DBpedia. Alors l'inconvénient comment dirais-je de ces, par contre des Sparkle Endpoints, c'est que ils sont pas toujours, comment dirais-je, enfin ils sont des fois lents. Et puis ils sont pas toujours opérationnels. Alors celui de Wikidata fonctionne très bien, mais par contre effectivement il y a aussi la BNF qui a mis à disposition ces données, notamment je pense que c'est tout ce qui concerne ces notices en fait, sont interrogeables à travers, comment dirais-je, des Sparkle Endpoints. Mais je vous fais pas il y a des requêtes d'exemple ici, mais je lance pas la requête parce que de toute façon comment dirais-je, leur Sparkle plante. Et puis aussi l'avantage de passer, comment dirais-je, par des API et par des Sparkle Endpoints, c'est que surtout, vous pouvez vraiment interroger directement les données, faire des requêtes, comme on fait des requêtes en SQL dans une base de données. Ce que vous ne pouvez pas faire véritablement en faisant du web scrapping. Le web scrapping, c'est vraiment fait pour récupérer les données brutes, quitte à après, du coup, faire vous-même un import dans une base de données ou faire faire des requêtes, faire d'analyse de données, quoi. Sur les données brutes que vous allez récupérer. Le Sparkle Endpoint, vous pouvez déjà interroger, faire des requêtes. Quoi. Alors, puis sinon, il y a aussi une alternative qui est encore plus simple, si jamais vous voulez scraper, comment dirais-je, un site internet. Vu que la plupart des sites internet maintenant sont dans des bases de données, plutôt que de s'embêter à essayer de scraper le site dans lequel vous allez récupérer, du coup, aussi des choses qui vous intéressent pas, de contacter tout simplement le propriétaire du site internet pour savoir s'il accepte du coup d'exporter sa base de données pour que vous puissiez l'analyser. Ou tout simplement aussi des fois y avoir accès, par exemple avec des outils d'interrogation de bases de données MySQL comme PHP-MyAdmin par exemple. Donc, du coup, c'est encore le. Alors évidemment, ça vous évitera pas de devoir comprendre la structure des bases de données que vous allez interroger, ce qui est aussi une difficulté. Mais c'est vrai que là, au moins, l'avantage, c'est que vous récupérez des données brutes, quoi. Là, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que justement lors comment dirais-je, d'une réunion comment dirais-je, du réseau base de données, il y a donc Eric Quinton qui a fait effectivement une vidéo dans laquelle il présente justement, il a présenté en fait l'exploitation des données d'un forum. C'était un forum comment dirais-je, de pêcheurs à la mouche. Et du coup, ils ont plutôt que de scraper le forum de pêche à la mouche, ils ont tout simplement contacté effectivement comment dirais-je, l'administrateur du forum pour savoir s'ils acceptaient d'exporter les données, quoi. Alors oui, qu'est-ce que c'est que pour donc Scrapy, c'est une librairie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une librairie, une librairie en fait c'est un ensemble, donc du coup c'est des portions de code en fait
qui représente donc qui propose un ensemble d'objets et de fonctions qui sont spécialisés dans un domaine d'utilisation. Donc, par exemple, effectivement, il peut y avoir des librairies Python pour, par exemple, traiter, créer ou analyser le contenu de fichiers PDF, pour traiter du XML, pour faire de l'analyse de données, etc., pour visualiser les données. Et donc, c'est la librairie, du coup, elle n'a pas forcément d'interface graphique. Il s'agit justement uniquement de portions de code, de fonctions à utiliser. Donc, ce qui fait que, d'où l'importance du fait que la librairie est une bonne documentation. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent, si ça va. Si vous voyez tous, si vous continuez à voir tous Juste, moi j'ai une petite question de précision là. Quand tu parlais du site test.fr, tu précisais qu'on pouvait rajouter une extension, enfin des .xml ou .rdf à la fin de l'URL. Ouais. .rdf, ça correspond à quoi? Des RDF, en fait, c'est des triplets RDF. C'est un format de données qui est propre à, comment dirais-je, à l'open data. Et alors du coup, c'est un format. Par contre, le RDF, comment dirais-je, c'est le principe, le RDF. Mais après, on peut récupérer du RDF par exemple, au format XML ou au format JSON ou du CSV, quoi. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a des triplets dans lesquels il y a sujet, prédicat, prédicat, objet. Je sais plus si c'est dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, on récupère de l'information sous la forme de, par exemple, c'est le sujet, c'est Jean-Baptiste, le prédicat, c'est est, et puis l'objet, en fait, c'est un humain, par exemple. Donc, on récupère toujours l'information sous cette forme-là, quoi. C'est un peu, en gros, sujet, verbe, objet, quoi. Il y a d'autres questions ou je continue? Il y a Marion May là qui vient de poser une question. Ah oui. Attends. J'ai essayé avec /XML, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai eu une erreur. Ah, c'est pas slash, c'est point. Du coup, là, j'étais où? Tac. Je pense que là, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un point. Je sais pas si vous voyez là, l'URL là que si jamais je remonte la page de thèse, une page de thèse.fr. Avec point non plus, il n'y arrive pas. Vous la voyez ou pas? Ce que je vous montre à l'écran, la page de thèse.fr. Ouais. Voilà, donc ça la page cette URL là, il faut que je rajoute XML. Par contre, je pense que ça marche peut-être pas à n'importe quel endroit, hein. Si jamais vous mettez, là, je suis sur la page d'un individu, par exemple. Enfin, je suis sur la page du directeur du CMLC. Donc ça, si vous mettez sur la page web de quelqu'un, en fait, qui est dans le... Voilà. Sur la salle, on peut faire le... De toute façon, je vous laisse. C'est... Hop. Donc... Ouais. Attends, Jean-Baptiste, pardon. Frédéric, au CSI, là, ton micro, il est activé. Je sais pas si tu essaies de nous dire quelque chose ou c'est... Parce qu'on t'entend pas. Du coup, non, c'était une erreur de sa part. Bon, du coup, tu reprends la main, Jean-Baptiste? Ouais. Donc, alors, si malgré toutes ces alternatives, vous avez quand même besoin de faire du web scraping, du coup, je vais vous montrer comment faire pour commencer par configurer un environnement pour utiliser la librairie. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que sous Windows, en tout cas l'installation de Python, ça peut être, en tout cas la configuration dans un environnement qui fonctionne plus ou moins bien, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, quoi. C'est vrai qu'on peut très bien commencer par aller sur le site web de Python et puis télécharger, comment dirais-je, il y a un installateur pour Windows de Python, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions. Sur les plateformes comme Mac et Linux, Python est installé par défaut.
donc qui est disponible en ligne de commande. Mais là aussi, malgré ça, j'ai préféré, en ce qui me concerne, plutôt passer par un logiciel qui s'appelle Miniconda. Miniconda qui sert en fait, qui est aussi un gestionnaire de package et qui permet de créer des environnements. Alors en environnement, c'est quoi? C'est que ça permet de créer plusieurs instances dans lesquelles vous pouvez utiliser une version particulière de Python et certaines librairies. Parce que déjà, en fait, pour l'instant, il y a encore deux versions de Python qui cohabitent. C'est la version 2.x et la version 3.x. Que certaines librairies, alors maintenant c'est plus trop le cas, mais il y a effectivement de plus en plus de librairies qui sont compatibles avec la dernière version de Python. Mais vous pouvez très bien avoir besoin du coup, là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous développez des scripts, vous allez utiliser pour une utilisation particulière, vous pouvez très bien avoir besoin de, comment dirais-je, utiliser certaines librairies, mais pas toutes. Donc, il vaut mieux créer des environnements Python pour les besoins que vous avez. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un environnement pour faire de l'analyse de données, j'en ai un autre pour faire du web scraping, et puis j'en ai un autre aussi quand j'ai envie quand j'ai besoin de développer les interfaces pour les bases de données du CRBC. La première étape, en tout cas sous Windows, mais ça marche aussi sur les autres systèmes d'exploitation, c'est d'installer Miniconda. Sous Windows, il y a des versions 64 bits et 32 bits. Je pense que il n'y a pas beaucoup d'importance en fait. Il vaut mieux choisir la version de 32 bits sous Windows, ça suffit, mais quel que soit votre système d'exploitation. Et puis après, le choix d'installer la version pour Python 3.6, la version Python 3.6 ou la version Python 2.7, c'est qu'une question c'est pas très important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que il y a un environnement par défaut avant que vous créiez vos propres environnements. Et c'est en fait, si jamais vous téléchargez la version pour Python 3.6, l'environnement par défaut sera sous Python 3.6. Mais ça ne vous empêchera pas de créer d'autres environnements qui fonctionnent avec la version 2 de Python. Il y a aussi, par contre, il y a un truc, mais ça je le précise, c'est que quand vous installez Miniconda, il va vous proposer à un moment, j'allais sur le site, en cours de l'installation, il vous propose ou pas d'ajouter, Anaconda dans le path de Windows. Je vous conseille de cocher cette case-là, même si jamais il fait. Voilà. Sinon, donc Miniconda, qui va vous permettre de créer des environnements Python. Et puis après, ce qui est pas mal, c'est que donc, des scripts en Python, vous pouvez très bien les faire sous Notepad, ou sous un éditeur de texte quelconque. Mais je trouve, pour ma part, j'ai trouvé beaucoup plus sympa de passer par un IDE. Donc c'est IDE, je reprends c'est Integrated Development Environment. C'est un logiciel dans lequel vous allez pouvoir taper votre code, il y aura une colorisation du code et vous allez pouvoir l'exécuter au fil de l'eau, sans pas forcément repasser par la ligne de commande, quoi. Donc c'est l'IDE que j'utilise, il s'appelle PyCharm. Et il y a une version payante et il y a une version aussi qui s'appelle Community qui, elle, est gratuite, quoi. Alors, ouais, donc du coup, je vais lancer. Hop. Donc une fois que j'ai créé, on va faire comme si jamais donc j'avais installé Miniconda. Là par contre, je sais pas si du coup vous voyez peut-être pas très bien. Si je fais propriété, poum poum poum, la police, je vais peut-être la mettre un peu plus grand. Hop. Voilà. Donc une fois que Conda a été que Miniconda a été installé, normalement la commande Conda, elle est accessible depuis. Là je suis peut-être allé un peu vite. J'ai lancé en fait une ligne de commande par CMD. Ici. Et donc, du coup, là, j'arrive dans le DOS. Et donc, la première étape, après, c'est de créer donc, notre environnement.
Alors du coup, il est là, je le vois plus. Mon environnement, il est là. Hop, tac. Zut. Ah non, oui, mince, ouais, par contre, ah non, il est pas sympa, zut. J'aurais pas dû faire ça. Attendez, parce que ça va pas, parce que cet environnement, il est là, il existe déjà. Je vais l'appeler scrapping mate maté. Ah, c'est peut-être que. Attends, du coup, je sais plus. Voilà. Tac. Donc en fait, pour créer un environnement, il faut utiliser, donc là, vous pouvez vous mettre n'importe où, comment dirais-je, sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'être dans un dossier particulier. Il faut juste taper la commande conda, et après create-n, le nom de l'environnement. Et là, vous pouvez utiliser, effectivement, si jamais vous voulez utiliser Python version 3, la version 2. Pour le web scrapping, je vous conseille d'utiliser la dernière version de Python, quoi. Donc là, on fait ça. Donc là, il propose d'installer des packages. Hop. Donc là, tu es en train de nous présenter une installation en direct d'un environnement Ouais. Python, d'accord. Ouais. Peut-être que du coup, comme je suis en train de... Donc là, peut-être à l'arrière, je vais peut-être le laisser tourner. Et puis surtout, du coup, je vais peut-être retourner dans là-dedans. Si je fais conda liste, orange liste, normalement, je vais trouver. Alors, donc j'avais déjà créé un environnement, donc je vais plutôt aller dans cet environnement-là. Donc on va faire comme si j'avais installé l'environnement que je suis en train de créer était déjà installé. Et je vais aller dans l'environnement que j'avais précédemment créé qui s'appelle scrapping. Donc une fois que l'environnement est créé, ce qu'il faut, c'est activer l'environnement pour installer la librairie. Hop. Et pour installer la librairie, alors du coup, ce qu'il faut faire, c'est toujours utiliser conda, install, mince, et après mettre le nom de la librairie. Alors la librairie, effectivement, elle peut poser différents. Je sais qu'elle s'appelle Scrappy, donc en fait, du coup, je tape simplement conda install Scrappy. Là, elle est déjà installée, donc du coup, je ne vais pas le faire. Mais si je fais PIP list. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sous Python, vous pouvez aussi installer, comment dirais-je, des librairies avec la commande qui s'appelle PIP. Si jamais, mais le problème, c'est que quand on utilise PIP, vous pouvez vous retrouver aussi avec des installations de librairies qui ne sont pas compilées, ou en tout cas, donc, qui nécessitent une compilation en C. Et sous Windows, en général, ça pose problème. Donc c'est pour ça que pour installer, comment dirais-je, Scrappy, il vaut peut-être mieux effectivement passer par la commande conda install plutôt que pip install. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc j'ai créé mon environnement, j'ai installé ma première, ma librairie Scrappy. Normalement, je pourrais donc là, là où est-ce que j'en suis, voilà, c'est ça, j'ai fait tout ça. Hop, du coup, ah oui, qu'est-ce que je disais aussi? Ça, on s'en fiche. Après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut configurer donc, du coup, qu'est-ce que j'en suis? Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant, c'est ça. Et donc, du coup, on va s'attarder. Ouais, là, je voulais faire un petit détour. Je voulais faire un petit détour par quoi? Ah ouais, d'accord. Ok. Donc là, effectivement, donc voilà où est-ce que j'en suis. Donc j'ai installé donc mon environnement. Et donc l'idée, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc essayer de scraper la page d'accueil d'un forum de discussion sur Python. Donc alors le truc, c'est que donc ce qu'on va essayer de récupérer sur cette page d'accueil, c'est hop là. Ce qu'on va essayer de récupérer, c'est les titres
Et puis aussi les noms des, comment dirais-je, les pseudos des personnes comment dirais-je, qui ont créé comment dirais-je, le premier message, en fait. Euh, alors, euh, comment dirais-je, pour récupérer, comment dirais-je, ces informations-là, ce qu'il faut, c'est qu'on analyse le code HTML. Alors, et pour ça, il y a le code HTML, donc c'est ce qu'on voit en fait en affichant, par exemple, le code source de la page. Sauf que bon, évidemment, c'est vrai que du coup, par exemple, si jamais je voulais récupérer, je regarde, par exemple, je prends publication du livre Penser en Python, etc. Je peux très bien le chercher, hop. Ah non, par contre, il ne le trouve pas, il n'est pas sympa. Je ne le vois pas. Alors, je sais pas pourquoi il n'a pas envie d'aller le voir. Ah, peut-être parce que oui, c'était du feedback, c'est ça, voilà. Attendez, je vais faire une bêtise. En copiant, j'ai copié. Je vais créer un espace. Voilà. Hop, si je fais comme ça devrait aller mieux. Non, ça va toujours pas. Pourquoi il veut pas? Hop. Il y a des choses en trop. Voilà. Par exemple, effectivement, là, on voit que notre titre, il se trouve dans une balise. Alors, la balise, elle est où? Elle est là, là. Elle est dans une balise qui s'appelle A, donc, etc., etc. Donc, c'est vrai que je pourrais très bien, du coup, l'idée, c'est il faut identifier la balise dans laquelle se trouve le contenu, et après, identifier aussi ce qui permet les propriétés de la balise qui me permettent parce que des balises A, il y en a plein dans mon code HTML, mais c'est d'identifier quelles sont les caractéristiques de cette balise pour vraiment la désigner elle et pas une autre. Alors, passer par le code, le code source de la page web pour l'analyser, c'est vraiment pas du tout l'outil le plus adapté. Pour ça, il vaut mieux utiliser, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise Firefox, mais c'est vrai que c'est le cas d'autres navigateurs, c'est que surtout, dans Firefox, il y a un outil qui a été conçu par les développeurs pour analyser beaucoup plus facilement le code HTML et les feuilles de style des pages web. Et on le fait apparaître en cliquant, enfin je fais un clic avec le bouton droit de la souris sur n'importe où sur ma page web, et ce que je fais, c'est que je clique sur examiner l'élément. Donc ça me fait apparaître du coup en bas, je ne sais pas si vous la voyez, une autre fenêtre. Et l'avantage de cet outil, c'est que, par exemple, quand je clique ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, voilà, crac, ça me permet de sélectionner des endroits, une partie de ma page de mon code web, et puis de m'amener directement vers la balise qui permet de l'afficher. Donc ça, c'est vraiment l'outil, le plus, comment dirais-je, le plus, c'est vraiment, c'est la façon, c'est le meilleur outil pour analyser effectivement les pages web, c'est ça. Et donc tout l'enjeu du web scrapping, ça va être du coup d'identifier, de servir donc du nom de la balise. Donc le nom de la balise ici, c'est une balise de type A, comme encore, pour dire encre, comment dirais-je en anglais. Il y a aussi comment dirais-je, des informations qui se trouvent dans des balises. Par exemple, c'est H3 ici, c'est comment dirais-je, du titre de niveau 3. Il y a donc l'important, c'est il y a différents types de balises. Le plus, en HTML, il y en a quelques-unes qu'il faut connaître. C'est par exemple les balises de type H, qui sont des balises de titre. Il y a les balises P, qui sont des paragraphes. Les balises de type div, en fait, ça c'est pour désigner des conteneurs rectangulaires. A, comme tous les liens en fait sont désignés par la balise A. OL, UL et LI, c'est des balises qui servent à désigner, à créer des listes. Et puis après, table avec TR pour les rows, les lignes, et TD, comment dirais-je, les colonnes des tableaux. Mais bon, en fait, l'important, c'est que c'est pas forcément important de connaître toutes ces balises. Donc, on se sert donc du nom de la balise
Et puis aussi, ce dont on se sert aussi, c'est les propriétés. Les propriétés, ben, c'est par exemple une des propriétés de cette balise H3, c'est la propriété classe, par exemple. Et la classe ici, donc c'est la propriété aussi, donc du coup elle a une valeur qui est ici, qui s'appelle thread title. Donc on peut supposer que ben, du coup, euh, si jamais des balises aussi ben, de type thread title, il y en a peut-être aussi plusieurs, comment dirais-je, dans mon code HTML. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi des fois de désigner la balise qui contient en fait la balise dans laquelle je veux récupérer du contenu. Donc tout l'enjeu du, comment dirais-je, du web scrapping, ça va être de se servir du coup des noms des balises, de la valeur de leur propriété, et puis du fait qu'elle soit éventuellement que la balise cible en fait, elle se trouve imbriquée dans d'autres balises. Concernant donc du coup aussi les propriétés, c'est pas la peine aussi, enfin vous n'avez pas forcément besoin de connaître, comment dirais-je, par cœur, comment dirais-je, les noms des propriétés. Il y en a, par contre, il y en a juste deux ou trois qui sont intéressants à retenir. C'est la balise de type classe, et puis la balise de type ID. En fait, ça, c'est des balises qui sont rajoutées par les développeurs web, par les concepteurs, enfin les intégrateurs web, pour la mise en page. Ça, c'est juste au passage, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, la balise LI qui a une ID thread, je sais pas trop quoi, machin chouette, ça permet du coup, après, à l'intégrateur web, de définir que toutes les balises qui ont cette ID-là ont, ben, par exemple, ben, elles sont en gras, elles sont en bleu, qu'elles doivent avoir une certaine taille, etc., quoi. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous disais qu'effectivement, il y avait un mélange entre la présentation et puis, comment dirais-je, le contenu, quoi. Je sais pas si c'est clair pour l'instant. Vous êtes toujours là? Si, juste, enfin, moi je fais une petite remarque. Alors, je suis pas du tout un expert en web scrapping, en Python ou en HTML. J'ai essayé de temps en temps de récupérer des informations sur des pages web. Et Ouais. alors, je sais pas si j'ai pas eu de chance, mais à chaque fois, il y avait quand même des choses qui me surprenaient. C'est-à-dire que je trouvais de temps en temps l'information que je voulais était dans une balise et des fois était dans un autre. Ouais. Et en fait, ce que tu nous montres là, ça dépend quand même des développeurs Ah oui. et de sa rigueur. Et donc, enfin, ma question un peu de Béotien, c'est est-ce que la plupart du temps, on a des bons développeurs avec des pages web qui sont propres, ou est-ce que souvent, on a des petites surprises, de temps en temps, on récupère pas l'information parce qu'elle a été codée ailleurs? Bah, en fait, tu ne peux. Alors, il y a pas. Moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'histoire de bon ou mauvais développeur parce que c'est pas, ça se joue pas vraiment. Enfin, bon, j'appellerais pas, enfin, plutôt intégrateur parce que l'intégrateur, c'est lui qui va créer effectivement le modèle en fait comment dirais-je, des pages web. Euh, c'est Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait aussi les pages web sont de plus en plus complexes. Donc forcément, le code HTML est de plus en plus touffu, quoi. C'est même, enfin, et c'est, mais si jamais vous n'avez pas récupéré ce que vous souhaitez, c'est pas que c'est mal codé, c'est que vous n'avez pas désigné correctement la balise dans laquelle vous voulez récupérer du contenu. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue, quoi. Et pour être un peu plus clair, c'est vrai qu'effectivement, là, pour l'instant, peut-être que pour vous, c'est pas toujours très clair de finalement qu'est-ce qu'on récupère vraiment. Ben, par exemple, si là, ça peut être effectivement, c'est vrai que c'est ça qui est un peu curieux, mais le code, enfin le titre vraiment comment dirais-je, du fil de discussion qu'on voit ici, publication de livres pensés en Python, en fait, il se trouve ici, quoi. En réalité, il se trouve dans la balise A. Enfin, qui est A pour encre, parce qu'effectivement, vous voyez que là, en fait, le titre est aussi un lien. Et que du coup, mais cette balise-là, elle est encapsulée dans un paquet d'autres balises, quoi. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave.
Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, du coup, ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, donc là, l'idée, c'est que, là, je vous ai un peu expliqué le principe de, comment dirais-je, les grands principes de ce qu'on souhaite faire, comment on va procéder. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est donc, on va créer donc un premier projet. Alors, en fait, on peut fonctionner avec ce que Scrappy fonctionne avec par projet. Et donc, on va créer donc un premier projet en allant, du coup, alors par contre, le projet, on peut le créer donc en ligne de commande. Je vais mettre, alors, du coup, ce que je vais là-dedans, si je fais ça, PyCharm Project, il est là. Donc là, je vais mettre, par contre, là, pour créer le projet, il faut se mettre dans le répertoire dans lequel on veut créer le projet. Et puis, ce qu'il faut, c'est que du coup, j'active c'est Activate. Il s'appelle comment? Scrapping. Il est créé comment mon environnement? Il s'appelle comment déjà? Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Conda en liste. Du coup, je vais les aider. C'est ça, il s'appelle comme ça. Alors, je vais faire activer. Donc pour là, du coup, je vais activer mon environnement. C'est-à-dire, en fait, du coup, je vais demander à faire en sorte que dans cette session DOS, quand je vais exécuter du code Python, ce sera du Python, donc comme on l'a configuré, c'est-à-dire du Python version 3, et qui est dans laquelle il y a la librairie Scrappy. Donc là, je tape du coup le nom de mon environnement. Hop. Là, quand l'environnement est activé, je ne sais pas si vous voyez effectivement qu'entre parenthèses, là devant comment dirais-je, le prompt, vous voyez effectivement qu'il met entre parenthèses le nom de l'environnement. Et là, du coup, je vais pouvoir, la commande conda, elle est active. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais lancer, hop, Scrappy, Start Project. Par contre, c'est ça le problème, c'est que je pense que j'ai déjà créé un truc qui s'appelle, je vais l'appeler développer maté. Hop, cling. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ah oui, d'accord. Je devine mes lectures quand même en ligne. Ah oui, d'accord, il ne veut pas de numbers. Il veut que des numbers, il ne veut pas de tiret. Je vais faire ça comme ça. Hop. Donc une fois que c'est fait, du coup, là, je peux retourner. Je peux aller, donc là, j'ai lancé. Je vais peut-être fermer ça d'ailleurs. Tiens, je vais faire ça. Je vais fermer ça. Donc là, maintenant, je peux retourner dans mon IDE, dans PyCharm. Hop. Alors, non, PyCharm, parce que je prends sur un autre écran ma présentation pour savoir où j'en suis, parce que je suis perdu. Où est-ce qu'il en est? Ah ouais, c'est ça. Ok, bon, alors, du coup, une fois que c'est fait, donc là, j'ai lancé PyCharm, et je vais ouvrir, hop, mon dossier dans lequel se trouve, où est-ce qu'il est? Dans UBO, j'ai créé mon environnement, il est où, PyCharm Project, développer maté, hop, Open in current window, ça va être très bien, pouf. Donc là, ce que je fais, c'est que du coup, j'ouvre le dossier dans lequel Scrappy a créé ce qu'il appelle un projet. Bon. Et une fois que c'est, par contre, ce qu'il faut faire, c'est que du coup, je configure maintenant PyCharm pour que quand j'exécute mon code Python dans PyCharm, il utilise l'environnement que j'ai créé. Alors pour ça, il faut aller dans File, Settings, et ensuite, alors là, il y a un truc qui correspond à Projet. Vous avez un lien qui s'appelle Project Interpreter. Et alors là, bon, je triche un peu parce qu'effectivement, j'ai déjà créé mon environnement, mais quand vous utiliserez PyCharm pour la première fois,
PyCharm ne reconnaîtra pas, comment dirais-je, l'environnement que vous avez créé. Donc c'est pour ça qu'en fait vous devrez comment dirais-je, là, si jamais je fais show all, par contre est-ce qu'il est ouais, c'est bon. Du coup il est bon. Est-ce qu'il est bien dedans? Attends voir si je fais dedans. Est-ce que je vois Scrappy là-dedans, moi? Scrappy, je le vois pas. Je le vois pas, mon copain Scrappy. Ah si là, ok. Donc là, j'avais déjà créé, comment dirais-je, parce que si jamais l'environnement n'existe pas, vous avez un petit bouton qui s'appelle Add, dans lequel vous pouvez donc du coup créer, déclarer à PyCharm un nouvel environnement. Donc là, si jamais vous devez le faire, bien sûr, il y a différents types d'environnements. Il y a des environnements qui peuvent être créés avec une application qui s'appelle Virtual Env. Donc nous, on a créé un environnement avec Miniconda, c'est la même chose. Enfin, Conda, Miniconda, c'est la même chose. Donc du coup, il faudra choisir en fait faire cette sélection-là. Cliquez sur Existing Environment. Cliquez aussi sur Make Available to All Projects, c'est-à-dire que dès que vous créez un nouveau projet PyCharm, vous n'aurez pas à refaire cette opération de créer l'environnement. Il vous proposera dans la liste des environnements par défaut. Et après, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher le fichier python.exe de l'environnement. Alors, ça, hop, je vais aller récupérer ça. Tac, si jamais je vais là, est-ce que ça va marcher ça? Je vais faire un petit test. Hop. Ouais. C'est-à-dire que quand, voilà, je vous remontre ce que j'ai fait, c'est que après notre environnement, nous on ne sait pas forcément où est-ce qu'il est. Donc pour savoir où a été installé l'environnement, on peut se servir de la ligne de commande conda info-env. Et ça permet de vous dire qu'effectivement, par exemple, l'environnement scrapping qu'on a créé, il se trouve dans ces deux points, programme data, miniconda, etc. Machin chouette. Donc ça, après, je peux sélectionner ce truc-là. Hop. Aller là-dedans. Et dans le répertoire, ce qu'il faut, c'est sélectionner le fichier python.exe. Voilà. Et une fois que c'est fait, et ben du coup, là, dans la liste, comment dirais-je ici, vous allez voir apparaître, comment dirais-je, l'environnement. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Ce que je vous dis là aussi, parce que je l'ai, il est où ce truc-là? Je l'ai mis, je le détaille dans, hop, voilà. En fait, j'avais créé sur le blog du CRBC, j'avais créé un post dans lequel il y avait un billet dans lequel effectivement j'explique pas à pas comment faire pour installer justement un environnement sous Python, quoi. Donc là, vous retrouverez là-dessus tout ce que je suis en train de vous expliquer, quoi. Ensuite, est-ce que j'en suis? Je reviens là. Hop. Donc, maintenant, une fois que j'ai ouvert mon environnement, enfin, comment dirais-je, le projet Scrappy avec PyCharm, que j'ai configuré PyCharm pour utiliser effectivement l'environnement Python dans lequel il y a la librairie Scrappy, ce que je peux faire, c'est que je peux lancer le terminal. Alors le terminal qui se trouve en bas à gauche dans comment dirais-je, sur l'interface de Scrappy. Et là, c'est en fait ce terminal, en fait, c'est l'équivalent de la ligne de commande de Windows. Et c'est vrai que c'est un peu plus pratique, je trouve, au niveau du copier-coller, etc. Et puis surtout que ça permet plus facilement de faire la bascule entre le code, le script définitif qu'on va écrire, et puis effectivement des tests qu'on va faire en ligne de commande, pas dans le terminal. Donc mon terminal, par défaut, quand il se lance, du coup, par contre, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas du tout configuré pour fonctionner dans l'environnement l'environnement dans lequel il y a la librairie Scrappy. Donc du coup, je vais devoir activer mon environnement. Hop, par contre, c'est ça comme ça. Hop. Voilà. Donc là, du coup, j'ai activé l'environnement. Et donc, du coup, la commande conda. Non, pas conda, pardon, Scrappy.
Voilà. Voilà. Donc là, alors comment cette commande-là, pourquoi est-ce qu'on passe par la ligne de commande? Ben, c'est-à-dire qu'avant d'écrire le script définitif, Scrappy vous permet de faire des tests en ligne de commande pour tester ce qu'il appelle des sélecteurs. Alors, pour lancer le test, ce que je fais, c'est que je récupère l'adresse de la page que je veux scraper. Même si jamais je veux scraper plusieurs pages, ce qu'il faut, c'est au moins lui désigner, faire des tests sur la page de départ, parce qu'il y a forcément une page qui va servir de point d'entrée pour, pour votre script de scrapping. Et ce que je fais, c'est que du coup, je retourne dans PyCharm et je tape la ligne de commande Scrappy. Alors, entre guillemets, sous Windows, et puis par contre, donc c'est des doubles cotes sous Windows, et c'est des simples cotes sous Mac et sous Linux. Paste. Du coup, ça va lancer, donc du coup, Scrappy va interroger, ou va, déjà, je pense ce qu'il fait, c'est qu'il fait une copie, du code HTML de la page web que je vais désigner, donc celle-ci. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser des instructions en ligne de commande pour tester des sélecteurs. Alors, le résultat de la page HTML, il se trouve dans un objet qui s'appelle response. Donc ça, c'est un truc qui est propre, c'est le nom générique, enfin, c'est le nom c'est le nom qu'utilise Scrappy. Response, ça vous dit pas grand chose, mais surtout que response, c'est un objet Python qui a des fonctions, dont une qui s'appelle CSS et qui permet du coup de désigner comme je vous le disais, en fait, de lui demander de désigner une balise dans laquelle se trouve le contenu que vous souhaitez récupérer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour désigner ces balises? Il y a plusieurs façons en fait pour le faire. Est-ce que j'ai retrouvé ça? Ouais. Pour faire des sélections, donc il y a deux syntaxes. Il y a une syntaxe qui s'appelle, c'est la syntaxe qui est propre au CSS, les CSS pour Cascading Style Sheets. Les feuilles de style, c'est ce qui sert aux développeurs web dans tous les sites internet pour compléter la mise en page. C'est-à-dire que par exemple ici, le code HTML, il va me dire telle portion de telle information, par exemple mon code, je prends ça par exemple plateforme des poivres, je prends ici le titre de niveau, le titre ici, il se trouve dans une balise A, qui se trouve dans un titre de niveau 3, qui se trouve aussi dans une balise de type div, etc. Et toutes ces divs, elles sont encapsulées aussi. Alors LI, ça désigne en fait, c'est une entrée d'une liste à puces. Donc tout ça, en fait, en réalité, c'est juste au passage, c'est que cette page, l'information donne l'impression d'être dans un tableau, mais en réalité, elle est dans une liste à puces, mais qui est remise en page pour lui donner un aspect de liste à puces. Et tout ça, cet aspect-là, il est, il est donné par ce qu'on appelle les feuilles de style, qu'on voit apparaître dans cette zone-là, à droite de mon inspecteur, en fait. C'est juste ça au passage. En réalité, les feuilles de style, on s'en sert pas du tout, pour faire du scrapping, mais c'est juste pour vous dire à quoi ça sert pour le développeur web. Donc les CSS, ils ont aussi leur propre syntaxe dont on maîtrise assez facilement, je dirais, les bases de la syntaxe des CSS. Et puis aussi, il y a une autre alternative, c'est d'utiliser, pour ceux qui font du XML, c'est d'utiliser la syntaxe de XPath. Bon, moi, comme je fais pas du tout de XML et que je connais un peu mieux j'ai déjà fait des sites internet, en utilisant la syntaxe des feuilles de style.
en CSS. Je vous ai mis juste une référence, quelques liens vers des références sur les sélecteurs CSS. Bon, il y a la documentation officielle du W3C, qui est comment dirais-je, l'organisme qui définit en fait les normes du web. C'est peut-être pas forcément la référence la plus intéressante. Il y a celle effectivement du W3 School qui est pas trop mal. Donc ça, en fait, ça c'est des exemples effectivement de syntaxe de sélecteur CSS. Donc ça veut dire par exemple, si je veux sélectionner toutes les balises dans ma page web, j'utilise par exemple étoile. Si jamais je veux récupérer uniquement les balises P, je vais utiliser juste P. Si jamais, après il y a aussi, comme il y avait aussi des histoires de positionnement, c'est-à-dire que là je veux récupérer toutes les balises P qui sont parents d'une balise div, etc., etc. Et puis il y a aussi des sélecteurs qui permettent de dire, voilà, par exemple, je veux sélectionner toutes les balises qui ont pour propriété target, et dans cette, enfin, qui ont et cette propriété-là a pour valeur blanc. Ça, je m'en fiche. Hop, hop, hop. Je vais passer tout ça. Alors, du coup, ouais, tiens, c'est ça, on va faire ça. On va récupérer, comment dirais-je, là, ce que, si jamais je reviens là, au lieu de récupérer, je vais récupérer, pardon, je vais récupérer, comment dirais-je, le nom le pseudo de la personne qui a créé le premier, comment dirais-je, le premier fil de discussion. Alors, tout en sachant que là, effectivement, il y a un certain nombre de fils de discussion là qui sont qui sont mis en évidence, donc ils sont tout le temps là, mais c'est pas en fait effectivement les tout dernier, en fait, il est à partir d'ici. Donc là, du coup, comment est-ce que pour revenir à mon, comment dirais-je, à Scrappy, si jamais je veux récupérer le contenu comment dirais-je, le titre, le nom des pseudos, je vais par exemple je vais utiliser donc la syntaxe response.css et entre guillemets, du coup, je mets mon fameux sélecteur CSS. Alors, je peux mettre le nom de la balise, c'est une balise de type A, et comme je sais que elle a comme classe username, donc du coup, je vais pouvoir taper donc point. Point, c'est pour dire effectivement, c'est pour désigner une classe, et après je mets le nom de la classe. Username. Voilà, crac. Donc si je fais ça, bon, bah, je me retrouve avec, je fais entrer, je me retrouve avec une liste qui n'est pas forcément très intéressante. Parce que ce qu'on fait, là, ce qu'on récupère, c'est qu'on ne récupère pas directement le contenu de la balise, mais on récupère des objets qui désignent cette balise-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire ça, c'est de voir un petit peu, c'est d'utiliser len. Len qui vous dit, len c'est pour length en fait, c'est pour donner en fait comme dans response.css, ça renvoie une liste, donc du coup ça me permet d'obtenir comment dirais-je, le nombre d'entrées qu'il y a dans la liste. Il y en a 87, et là ça peut mettre un petit peu une puce à l'oreille sur le fait que bah, du coup, là il y en a peut-être, le sélecteur n'est pas assez précis, parce que en réalité, comment dirais-je, des fils de discussion sur la page d'accueil, il n'y en a pas 87 qui sont affichés ici, mais il y en a, je crois qu'il y en a 40 ou 50. Donc ce qui fait que quand c'est comme ça, il faut être un peu plus précis. Alors, donc c'est pour ça que là, ce dont je peux me servir, c'est du fait que, eh ben, ma balise, elle se trouve dans une autre balise qui a aussi des propriétés. Donc ça peut être intéressant alors du coup, qu'est-ce que j'avais choisi d'utiliser thread meta. D'accord. Eh ben voilà, on peut faire ça. Voilà, bah, ça y est, par exemple, c'est ça. Donc là, du coup, si je reviens là, hop, tac, thread meta, il est là. Maintenant, je vais faire ça, je vais faire diffuser jusqu'au nœud. Voilà.
Donc là, en fait, on voit ici, je vais vous faire apparaître, c'est que comment dirais-je, euh, ma balise A, elle se retrouve dans une autre balise div qui a une classe qui s'appelle thread_meta. Donc ce que je fais, c'est que je récupère le nom de la classe et avant, je pourrais très bien mettre div, mais c'est pas forcément nécessaire. Et là, je reprécise thread_meta. Donc là, ce que je veux, c'est que en fait, ce que je lui demande de récupérer, c'est toutes les balises qui sont de classe username qui se trouvent elles-mêmes dans une classe div qui a pour classe thread_meta. Et là, effectivement, là, j'obtiens 45 réponses. Ce qui est beaucoup plus conforme à ce que je souhaitais récupérer. Sinon, qu'est-ce que je peux faire du coup là? Ça, c'est très intéressant. On peut voir ça. Mais pour récupérer vraiment le contenu de la balise, il faut que j'utilise deux points, et après texte. Hop. Et là, si je fais ça, et que après je dis que je veux faire extract, là c'est juste pour voir en fait, parce que là du coup il m'affiche une liste, donc c'est aussi pas très pratique pour voir ce qu'il y a dedans. Pour voir si jamais je veux récupérer, afficher au moins ce qu'il y a dans le premier résultat, j'utilise la fonction qui s'appelle extract first. Et là, on voit effectivement la première réponse, c'est Lolo78. Ah, super. Et effectivement, c'est Lolo78. Alors, peut-être pourquoi je vois 60. Oui, il est là. Voilà, donc, effectivement, on a bien réussi à récupérer celui-là. Et si jamais je fais extract tout court, tiens, je sais plus ce que ça donne ça. Voilà, et c'est là aussi, je fais extract tout court. Là, du coup, je peux vérifier si ma balise a bien récupéré tout le monde. Donc, si je reviens là, je compare, hop, ce qu'il récupère. Donc, il récupère bien Lolo78 ici, JU machin chouette, et puis tout en bas, à la fin, il aura bien récupéré Sam01, et puis Vincenzo qui apparaît là. Donc là, c'est bon. En tout cas, je vais me dire, voilà, j'ai validé mon premier sélecteur de, comment dirais-je, le sélecteur qui va me permettre de récupérer les pseudos. Donc ce que je fais, c'est que par contre, je mets de côté, comment dirais-je, le sélecteur, et puis je peux tester après d'autres sélecteurs pour, par exemple, récupérer après le titre du fil de discussion, la date, etc. Enfin, tout ce que je veux, quoi. Du coup, comme j'ai l'impression que ça prend pas mal de temps, je vais peut-être, comment dirais-je, passer plus rapidement à la suite. Alors, il y a aussi un truc aussi qui est important, c'est que il y a la méthode la façon de procéder que je vous ai montré, c'est juste pour vous montrer un peu le principe, mais il vaut mieux quand on teste ces premiers sélecteurs, d'identifier la balise qui contient toutes celles que vous voulez récupérer. C'est-à-dire que, pour être plus clair, ici, ce que je veux, c'est récupérer des informations fil à fil. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux récupérer, c'est à chaque fois, c'est toutes les informations de chaque ligne en fait, du tableau. Donc, il aurait mieux fallu que je commence par identifier une ligne entière. Et ensuite, au sein de cette ligne-là, les sélecteurs dont j'aurais eu besoin pour récupérer après chaque portion comment dirais-je, de ligne. C'est-à-dire que, par exemple, comment dirais-je, tous les fils ici sont, si je reprends ça, ils sont dans une balise. Alors, ils sont en fait, je vous avais dit que c'était une liste de, enfin, chaque ligne en fait, c'est une entrée dans d'une liste à puces, et chaque ligne en fait est dans une balise LI. Donc, ce qu'il faut d'abord faire, c'est identifier cette ligne-là. Donc là, en fait, cette ligne, elle se trouve. Donc, pour identifier effectivement, pour récupérer les lignes,
il faut utiliser donc le sélecteur qui s'appelle dièse. Alors dièse, pourquoi dièse? Parce que au lieu que ce soit une classe, en fait, ils sont de, comment dirais-je, les... Attendez, je dis pas de bêtises. Euh, Ah, non. Pourquoi j'ai dit threads, moi? Pourquoi ça fonctionne ce truc? Euh, threads. Ah oui, tiens. Attends, voir. Si je fais threads. Alors aussi, un truc, c'est pas mal, c'est que les sélecteurs, vous pouvez aussi les tester dans le, comment dirais-je, dans l'inspecteur web. Donc là, si je fais thread, je sais pas ce que je vais récupérer. Thread comment? Threads. Ouais, threads. Qui c'est qui s'appelle threads? Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Je fais le truc plus haut, moi. Oui, voilà. Il se trouve, ouais, d'accord. Ah ouais, c'est ça. En plus, c'est ça, c'est compliqué, leur truc. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont créé, c'est des listes de listes. C'est-à-dire que chaque ligne, c'est une entrée d'une liste à puces. Et à l'intérieur de ces listes à puces, vous avez d'autres listes à puces. Donc, bien. Donc, du coup, donc ce que je reprends, comment dirais-je, mon code. Ce qu'il faut, c'est déjà identifier donc, le sélecteur de la ligne. Et après ça, à la rigueur, je le mets dans un, comment dirais-je, dans une variable. Je vais appeler ça du coup fil, voilà, par exemple. Fil. Et comme fil, en fait, ça a les mêmes, c'est un objet aussi c'est aussi un objet Scrappy sur lequel vous pouvez aussi appliquer, comment dirais-je, la fonction CSS. Et par contre, du coup, et je vais donc pouvoir appliquer ma fonction qui permet de récupérer. Attends, voilà, si je mets ça, au lieu de mettre fil, je reprends ça, fil.css, et là, du coup, je vais pouvoir me passer de ce premier sélecteur pour récupérer uniquement, voilà, effectivement, ce qui fait, c'est que j'ai récupéré tous les fils, toutes les lignes, et après, à l'intérieur des lignes, je récupère que les pseudos. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, ah oui, c'est ça. Puis après, il y a d'autres subtilités. C'est-à-dire que on peut aussi utiliser des expressions régulières. Par exemple, ah oui. Alors par exemple, je sais plus. Ah oui, voilà. Il y a des cas où, ben là c'est le cas d'ailleurs, ouais, c'est le cas de mes, comment dirais-je, tiens, c'est bizarre d'ailleurs, je récupère ça comme ça. Oui, voilà, si jamais on veut récupérer la date, si jamais on veut récupérer la date du fil, enfin, du fil de discussion, enfin, en tout cas du premier message du fil de discussion, si jamais vous extrayez le contenu de la balise, vous allez récupérer la date plus l'heure. Et donc, pour ça, vous pouvez donc bien sûr après vous-même, sous Excel ou après votre logiciel de traitement de données, séparer les deux informations. Mais vous pouvez aussi, comment dirais-je, avec Scrappy, extraire l'information que vous souhaitez. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je me suis pris? Je ne m'en souviens plus. Ah oui, c'est ça. Voilà, du coup, dans la balise, on peut ajouter, après le sélecteur, comment dirais-je, une expression régulière qui est désignée par la commande RE. Donc là, ici, c'est l'expression régulière qui permet de récupérer uniquement une date au format donc jour, mois, année. Donc ça, on s'en fiche. Hop, 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 hop. Ah oui. Par contre, voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment faire pour récupérer toutes les balises. Enfin, on va faire les tests de tous les sélecteurs. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est que maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'écriture du script. Donc là, en ligne de commande,
La ligne de commande, elle me sert à tester mes sélecteurs. Mais une fois que c'est fait, que j'ai validé mes sélecteurs, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon premier script Python. On va dire tout ça pour ça. Alors attends, du coup, mon script Python, je le fais en allant dans... il est où déjà? C'est ça, nouveau fichier. Hop. Ah oui, sinon, oui, effectivement, j'aurais peut-être pu créer... mince, pas ce fichier. Qu'est-ce qu'il me fait? J'arrive pas à comprendre ce qu'il m'affiche là. Attends. Ah oui, voilà. Je sais plus s'il faut l'écrire dans les spiders. Bon, je l'ai créé où? Non, faut que je l'écrire ici, dans les spiders ou pas? Je sais plus. Je sais plus ce qu'il faut que je l'écrive. Où est-ce qu'il faut que je l'écrive? Ah oui, c'est ça. Oui, voilà. Il faut que je l'écrive dans le dossier spider. Voilà. Alors, du coup, je reprends. Hop. Je reprends mon PyCharm. Donc là, effectivement, du coup, développer Maté, ça c'est donc mon projet, comment dirais-je, mon projet Scrappy. Et dans ce projet-là, il a créé automatiquement un répertoire qui s'appelle Spiders. Les Spiders, c'est là où j'ai créé mon Spider, j'ai créé un fichier Python que j'appelle, je peux l'appeler comme je veux, je vais l'appeler développer. Je ne sais pas si c'est vrai. Hop, je pose mon extension, crac. Et là-dedans, je colle, pouf, alors, j'ai un code que j'ai préparé et puis on va commenter. Alors, je vais faire sauvegarder. Donc, ça, c'est justement c'est le code qu'on va exécuter pour vraiment aller chercher l'information. Rechercher quoi? Alors, quand on crée donc comment dirais-je, le script, on commence par importer donc la librairie Scrappy et on crée un objet qui est comment dirais-je, qui est de type spider. Bon, ça, peu importe. L'important, c'est que du coup, c'est de désigner donc le nom du spider. On verra plus tard à quoi ça sert. Donc là, du coup, name, c'est un truc, comment dirais-je, c'est une variable qu'il faut définir. Et après, dans start URL, vous pouvez définir là où les pages à partir de laquelle vous voulez lancer, comment dirais-je, votre scrapping. Donc là, du coup, j'ai collé l'adresse de la page d'accueil du forum. Et ensuite, il faut définir le contenu de la fonction qui s'appelle parse. Là aussi, il s'appelle parse, on ne peut pas l'appeler autrement, qui a forcément pour paramètre self et puis notre fameux response qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, après, ce qui se passe, c'est que du coup, on fait une boucle. Ça, c'est une boucle for qui boucle en fait sur quoi? Notre fameux response.css dans laquelle on a désigné, alors threads.inner, ça c'est comment dirais-je, c'est le sélecteur d'une ligne du tableau. Et donc pour chaque ligne, qu'on j'ai appelé fil de discussion, on récupère d'autres informations. Donc du coup, on a de nouveau la fonction CSS avec un sélecteur et notre fameux extract first ou extract quelque chose, quoi. Et tout ça, l'information, on choisit de la stocker dans ce qu'on appelle une liste, c'est un dictionnaire en Python. Un dictionnaire, en fait, c'est un peu oui, comme un dictionnaire comme le petit Robert, c'est-à-dire qu'il y a, comment dirais-je, il y a une entrée dans le dictionnaire et puis une définition. L'entrée dans le dictionnaire ici, c'est titre. Il y en a une autre, c'est auteur, date. Et puis le résultat de, comment dirais-je, la valeur titre, elle est ici, quoi. Donc chaque entrée dans le dictionnaire est séparée par une virgule. Et il y a un petit, la fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait pas un return. Il n'y a pas d'instruction return. En fait, elle ne renvoie pas. L'équivalent de return, en fait, c'est yield, en fait. Yield, en fait, c'est l'équivalent de return, mais qui évite en gros, de faire en sorte que comment dirais-je, le script prenne trop de place en mémoire. Parce que ce qui se passe, c'est que dès que vous lancez le scrapping, alors là, on scrape qu'une seule page, mais c'est que déjà le contenu de la page va être mis en mémoire et que
tous les objets que vous créez, tous les sélecteurs sont aussi, enfin, potentiellement, ils peuvent être mis en mémoire de votre ordinateur. Donc, et le problème aussi, c'est que, enfin, ce que fait Scrappy, c'est qu'il ne lance pas, comment dirais-je, les tâches, il n'exécute pas les tâches les unes après les autres. Il les exécute en parallèle. Donc, c'est pour ça que le yield, en gros, ça permet de faire en sorte que l'objet utilisé disparaît de la mémoire dès qu'il est traité. Il y a si jamais ça vous intéresse. Disons, voilà, l'important, c'est pour ceux qui connaissent un peu la programmation, c'est que le yield, ça correspond à un return, entre guillemets. Maintenant, comment est-ce que je fais pour exécuter mon code? Alors pour ça, du coup, je peux retourner dans ma console. Là, comme je suis, je suis toujours dans le shell de Scrappy, en bas, là, dans le terminal. Je vais le quitter en tapant exit. Hop, hop. Voilà, du coup, je reviens ici. Et ce que je fais, c'est que maintenant, pour exécuter mon script, j'utilise Scrappy. Et après, j'utilise, c'est quoi déjà? C'est Scrappy. Le code, c'est quoi déjà? C'est pas run, c'est un autre code. C'est crawl, voilà. Alors, hop, c'est parti. Donc là, au lieu de faire Scrappy Shell, j'utilise Scrappy Crawl. Et après, je donne en fait le nom que j'ai défini ici, qui est le nom de ce qu'il appelle des spiders. Et après, éventuellement, ce que je fais, c'est que je peux définir en par -o le format le nom du fichier dans lequel je veux, comment dirais-je, obtenir mes résultats. Alors, du coup, je vais appeler ça page fil, je vais appeler ça fil. Et puis, en fonction, là, l'export, vous pouvez l'exporter donc au format JSON, au format CSV. Donc là, je vais choisir d'exporter au format CSV. Et si tout va bien, si on n'a pas fait de bêtises, en lançant mon truc, Bloom, est-ce que je vois apparaître mon petit fil? Là, voilà, crac, voilà. Là, du coup, là, je sais pas si vous voyez apparaître en haut, là, comment dirais-je, dans l'arborescence, là, de mon projet, il y a un répertoire qui s'appelle fil. Ah, et puis c'est génial, ça fonctionne. Donc, du coup, je récupère bien un fichier CSV dans lequel, j'ai, alors, titre, comment dirais-je, les titres des colonnes, titre, auteur, date, qu'on avait défini ici, titre, auteur et date. Et puis après, pour chaque colonne, en fait, comment dirais-je, le résultat séparé par, comment dirais-je, les colonnes sont séparées par des virgules. Alors là, oui, il y a des fois aussi où ce qui peut se produire, c'est que il pourrait très bien y avoir, admettons, au lieu d'afficher que le pseudo de la seule personne qui a écrit le premier, comment dirais-je, le premier message du fil de discussion, vous pourriez très bien avoir dans la, comment dirais-je, vous pouvez très bien récupérer plusieurs pseudos. Dans ce cas-là, comment dirais-je, le Scrappy va, du coup, je sais plus comment est-ce qu'il gère ça. Forcément, je sais pas s'il met, je sais pas, en tout cas, il va certainement utiliser un séparateur pour faire en sorte que les différentes valeurs apparaissent, les différents pseudos apparaissent dans la même cellule. Et puis après, c'est vrai que si jamais, c'est-à-dire que par exemple, admettons, si jamais j'avais plusieurs titres, ou plusieurs auteurs, ou plusieurs dates, le format aussi qui est le plus adapté, c'est plutôt le JSON. Mais je lance pas le truc en JSON parce que le problème, c'est que j'avais un problème. On peut le faire d'ailleurs, si jamais je lance le truc en JSON. Mais Jean-Baptiste, ouais. Avant de passer sur du JSON, peut-être qu'on peut faire une pause, même passer carrément en mode discussion. Ouais. Pour, par la part des intervenants pour voir si
s'il y a, il y a quelques questions. Tu vois, juste, enfin, je rebondis moi sur ma remarque de tout à l'heure, mais par exemple, tu vois le champ date, là, tu récupères aujourd'hui, hier, ou tu récupères des dates qui correspondent à l'expression régulière que tu as désignée. Oui. Enfin, c'est vrai que c'est, en fait, je pense que à chaque fois qu'on débute sur la récupération de données sur le web, il y a peut-être une déception, un désenchantement là, de se dire qu'en fait, il y a quand même énormément de travail. On a l'impression que ça va être assez simple. Ouais, bah ouais, c'est sûr, hein, c'est pas. Et Non, mais puis, on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a quand même beaucoup de travail à faire, d'affinement, et que ça marche pas forcément du premier coup. Du coup, donc j'invite les participants à poser des questions, c'est soit en prenant du coup la parole directement avec leur micro, soit par le module conversation ou module question. T'as rapidement évoqué enfin, des problèmes de mémoire, de stockage de l'information. ouais. Même si c'est que du texte, on peut rapidement se retrouver avec une volumétrie qui peut être encombrante. Bah oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que là, je vous ai pas montré, mais le truc, c'est que bien sûr, là, on parse qu'une seule page, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après, on peut effectivement désigner, euh, si on veut, par exemple, on peut désigner une à une toutes les pages qu'on veut scraper, en fait, dans Start URL, parce que du coup, il est probable qu'il y a un petit S, pardon, donc il s'agit d'une liste, donc on peut rajouter dans cette liste-là d'autres pages. Mais c'est vrai que dans notre cas, ce qui est intéressant, c'est du coup de faire en sorte que Scrappy passe d'une page à l'autre et puis récupère, comment dirais-je, les informations pour les pages suivantes. Donc Scrappy est tout à fait capable de faire ça. Et effectivement, si jamais tu désignes, alors du coup ça veut dire que comment on procède, c'est de la même manière, il faut trouver. Alors là, on a de la chance, hein, parce que là-dessus, on peut pas passer, on pourra pas passer à la page suivante si dans la page, il n'y a pas une balise qui permet de le faire. C'est-à-dire que là, typiquement, ici, je ne peux passer de la page, enfin, je peux accéder à la page suivante que parce qu'effectivement, par le scrapping, parce qu'effectivement, j'ai un petit bouton qui s'appelle page suivante, et du coup, dans lequel il y a, alors si jamais je fais examiner l'élément, dedans, là, je suis en train d'afficher le code HTML de la balise, dans laquelle effectivement ce qu'on récupère ici, c'est donc les balises. C'est-à-dire entre guillemets, pour les balises, les liens, pardon, les liens en HTML sont désignés par la balise A, et la page vers laquelle pointe, comment dirais-je, le lien, se trouve dans la propriété qui s'appelle href. Donc là, effectivement, l'idée, c'est d'identifier, en plus de ça, cette balise A, elle a surtout pour avantage alors, oui, c'est ça, elle a une propriété qui s'appelle rel, REL, et qui a pour valeur next. Et bien, on a de la chance, c'est qu'effectivement, il n'y a que ce lien-là qui a pour propriété, comment dirais-je, rel, qui a pour valeur next. Donc du coup, après, ce qui fait que quand, si jamais je veux plus loin, est-ce que je l'ai mis là? Tac, tac, tac. Ça, c'est la suite du code. Une fois que dans cette portion de code-là, on retrouve effectivement le code sur lequel que je viens de vous présenter pour récupérer le contenu de la première page. Et puis après, ici, il y a tout ce qui permet de faire en sorte que Scrappy boucle, réexécute le même code sur les pages suivantes en allant effectivement de lien en lien, quoi. Donc en récupérant de nouveau ici dans Next Page par un sélecteur. Là, du coup, ce qu'on récupère, on n'utilise pas deux points texte, mais on récupère, du coup, on utilise un qualificateur qui s'appelle attr pour attribut, et on récupère, du coup, la fameuse propriété href dans laquelle il y a l'URL vers laquelle Scrappy doit aller, quoi. Et ce qu'on fait, c'est que
une fois que Scrappy a récupéré next page, il y a à nouveau un yield qui en fait lui permet d'exécuter, donc faire en fait de lancer une nouvelle requête sur cette nouvelle page en utilisant, il y a une fonction qui s'appelle callback. Callback, ça veut dire que c'est pour lui désigner quel code qu'est-ce qu'il doit faire sur cette nouvelle page-là. Et là, en l'occurrence, tout ce qu'on lui demande de faire, c'est de réexécuter la fonction. Alors, self, c'est parce qu'en fait, c'est pour désigner le fait que la fonction se trouve dans ce code, dans ce script, et pas dans un autre. Et puis là, c'est le nom de la fonction. Donc, la fonction qui s'appelle parse et qui est ici. Donc, en fait, c'est-à-dire que là, du coup, la fonction boucle sur elle-même, quoi. Voilà. Et donc, ça veut dire que si jamais vous avez... Alors, moi, j'ai mis comment dirais-je, un compteur qui évite comment dirais-je, pour faire en sorte que Scrappy s'arrête au bout de la deuxième page, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième page scrappée. La deuxième page du forum. Mais effectivement, si jamais vous voulez, vous allez jusqu'à la dernière page, donc je ne sais pas du coup combien il y en a, c'est vrai qu'en volume, ça peut représenter effectivement un gros volume. Après, l'important, c'est que du coup, il va générer du coup un fichier CSV qui est super long, mais c'est pas ça le problème en réalité. C'est surtout que si jamais Scrappy n'utilisait pas aussi d'autres librairies qui permettaient justement de faire du parallélisme, et qui n'utilisait pas justement des astuces de programmation qui font que chaque fois qu'il part sur une nouvelle page et il récupère une nouvelle information, il ne stocke pas ça en mémoire. Du coup, effectivement, je pense que on ne pourrait pas lancer forcément du web scrapping sur un poste de travail, quoi. En tout cas, des web scrapping très, 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 très lourds et très longs, quoi. Et puis après, c'est vrai que pour revenir à l'idée de là comme ça, je pense que ce que je vous pour la plupart, peut-être pas pour certains d'entre vous, ce que je vous dis, c'est certainement du chinois, mais c'est vrai que comment dire, en réalité, il n'y a pas, le principe est assez simple en fait. Le principe de base est assez simple, et surtout que moi je me suis pas embêté, je veux dire, j'ai pas réinventé la roue. Ce dont je me suis servi comme point de départ, donc quand je vous disais que comment dirais-je, la documentation de Scrappy était très bien faite. Hop là, je vais écrire ça comme ça. Toc. Si je vais sur le site officiel de Scrappy, là il y a un lien vers la documentation là en haut. Sur la documentation, alors la documentation, elle peut aussi paraître un peu, il y a des trucs qui sont assez pointus, parce qu'effectivement là on est vraiment, on gratte la surface de Scrappy, mais ça peut être vachement plus compliqué que ça. Mais surtout que il y a ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un tutoriel. Le tutoriel, ils l'ont mis aussi ici. Scrappy tutoriel. Bon, par contre, s'il est en anglais, alors si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, ça peut peut-être poser problème. Mais le tutoriel est vraiment super bien fait, quoi. Et surtout que c'est assez simple, je dirais, que de récupérer des informations assez basiques en modifiant les scripts de tutoriel, quoi. Parce que voilà. Ce qui est peut-être un peu difficile à prendre en main au départ, c'est de se dire, voilà, comment est-ce que j'écris ça, quoi, ces portions, les sélecteurs, et par quel biais je récupère uniquement soit du texte, soit du coup le contenu. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, le scrapping, c'est soit on récupère, donc comment dirais-je, je reviens là-dessus, examiner l'élément. On récupère donc le contenu de la balise, c'est-à-dire ici, la balise, le contenu de la balise, c'est création d'un fichier, soit on récupère la valeur d'une propriété. Donc là, effectivement, là, dans notre cas, ce serait éventuellement donc, du coup, le href pour savoir vers quel... Parce que là aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'aussi, on peut très bien avoir envie de demander à Scrappy de suivre le lien du fil de discussion pour récupérer, là, effectivement, tous les messages qui ont été échangés dans ce fil, quoi. Voilà, voilà. Ah, on a perdu des gens. On a perdu des gens en route. Ouais, ça arrive souvent. Enfin, c'est vrai que
enfin, les gens en plus, enfin, c'est plus facile de quitter un webinar que de sortir de la salle d'un séminaire. Alors donc, en tout cas, pour ceux qui restent, hein, n'hésitez pas à poser des questions, faire part de remarques. Mais c'est vrai que, enfin, moi je reviens sur mes quelques expériences de scrapping. C'est vrai que la première difficulté que j'ai eue souvent, c'était de savoir qu'est-ce que je cherchais dans la page HTML, quoi. C'est vrai que c'est faire du scrapping sans trop comprendre comment est structurée une page, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est le. Mais ça, à la rigueur, tu vois, vraiment, enfin, bon, peut-être parce que je suis peut-être plus familier avec ce genre de langage, quoi. Mais en réalité, la compréhension, ouais, enfin, disons qu'après, ouais, la compréhension de la structure, elle est moins, je dirais que c'est pas forcément, ouais, c'est pas forcément le truc le plus important, et peut-être que je me rends peut-être pas compte, ouais. Parce que c'est vrai que moi, effectivement, quand je vois une balise OL ou LI, je sais de quoi il s'agit, quoi. Et, mais je pense que ce qui peut aider aussi, c'est vraiment, enfin, moi je trouve que quand on utilise l'inspecteur de Firebug, enfin de Firefox, ça aide vraiment à, parce que tu vois, c'est vrai que quand bah, je déplace ma souris sur des balises de HTML, je vois bien en fait, enfin l'inspecteur met bien en évidence à quel endroit dans la page correspond cette balise-là, quoi. Donc c'est vrai que sans forcément comprendre la nature du code, ni vraiment la structure de la page, euh, on peut arriver à s'en débrouiller avec l'inspecteur, quoi. Mais c'est peut-être la difficulté, je pense la première difficulté quand on ne connaît pas du tout la HTML, c'est effectivement c'est pas forcément d'identifier, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, véritablement la balise dans laquelle se trouve comment dirais-je, ce qu'on souhaite chercher. C'est-à-dire que là, effectivement, d'identifier la balise dans laquelle se trouve, par exemple, le pseudo. Mais c'est plutôt d'identifier la portion de code sur laquelle on va boucler. Ça, c'est peut-être moins évident, quoi. C'est-à-dire que là, effectivement, ce qu'on récupère de manière redondante, en fait, c'est chaque ligne du tableau. Donc, ça veut dire que là, effectivement, c'est chaque LI, quoi. Bon. Alors, je vois, il y a une question qui est en train d'arriver dans le chat. Ouais. Ah, je ne pas afficher, je n'affiche pas les chats, moi. Et non, elle a disparu. Attends, si, moi je voulais te reposer une question, mais du coup, je l'ai perdu en écoutant Quand j'en ai une qui est rapide, qui est un peu le prolongement de ta première, c'est quand même un utilisateur non averti, la première fois là qu'il essaye de faire l'exemple que tu as donné, ça va être quoi? Ça va être 3 jours? Ça va être une semaine? Qu'est-ce que tu penses, quoi? Ou toi, la première fois que tu l'as fait, combien de temps ça t'a pris, quoi, grosso modo? Ah, la toute première fois, le truc, c'est que, bon, la prise en main, bon, moi, enfin, vu que j'avais déjà un environnement, parce que c'était ça aussi, c'est que je vous ai montré aussi comment faire pour installer l'environnement, ce qui peut, je pense, déjà en décourager plus d'un, quoi. Mais, le premier script, pour exécuter le premier script du tutoriel, ça prend 5 minutes, quoi. Après, parce que, mais, parce qu'en fait, après, moi, c'était pas forcément évident. Ce qui n'était pas évident sur comment dirais-je, sur le forum comment dirais-je, des assistantes maternelles, c'est que je me suis trouvé dans des cas où je devais récupérer des informations. Attendez, je vais peut-être arrêter de cliquer partout. Je devais récupérer des informations, enfin, conserver des informations que je récupérais sur des premières pages. C'est-à-dire que par exemple, c'est un petit peu comme si jamais j'avais besoin, en gros, c'est ce que je voulais vraiment récupérer, la donnée que je voulais récupérer sur le forum sur le forum des champs sur Python, c'était par exemple le nom
enfin, c'était les messages eux-mêmes, pas forcément les fils de discussion. Et c'est si dans le cas où, par exemple, j'aurais eu, là, j'ai le nom du titre du fil, mais c'est si, par exemple, le titre du fil n'apparaissait pas sur le fil lui-même, mais apparaissait uniquement dans la liste des fils. Et là, du coup, j'ai dû pas mal cogiter pour essayer de comprendre comment je pouvais faire pour garder en mémoire les informations que je récupérais sur des premières pages avant de suivre d'autres liens, quoi. Voilà. Et là, par contre, ça m'a pris une semaine. Et c'est parce que Oui. justement, j'ai quand même, j'ai pas galéré pour identifier, comment dirais-je, pas forcément pour identifier les sélecteurs CSS, parce que bon, c'est vrai que je connaissais déjà. Euh, mais c'était peut-être pas prêt pour construire ce script qui était vraiment très particulier, quoi. Ça m'a pris du temps. Ouais, ça m'a pris plusieurs jours. Ouais. Merci. Alors, enfin, c'est un peu complètement à côté de Scrappy, mais c'est toi qui as proposé cette alternative-là, donc je reviens dessus, Ouais. sur le fait de contacter en fait directement les propriétaires des bases de données. Mm. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Enfin, moi, c'est vrai que j'y pense pas. Je suis toujours un peu dans l'a priori que ça va être non ou que ça va être long. Toi, tu as un peu des retours d'expérience dessus ou c'est Ben, le seul que j'ai, en fait, effectivement, c'est par Eric Quinton, la présentation d'Eric, quoi. d'accord. Qui était là, où est-ce qu'elle était, cette alternative? Ouais, c'était ça. C'était sur le site ouais, ça avait été enregistré. En fait, c'est ça, son truc a été enregistré. C'est sur le site, enfin, sur le webcast du centre de calcul de l'IN de pétrole. Si jamais tu veux revoir. Après, je pense que c'est vraiment, ouais, c'est à la discrétion du coup du webmestre, hein. C'est sûr que, bien sûr, évidemment, je pense ils ont dû s'entourer de précautions. Enfin, là, notamment, ils se sont entourés de précautions au niveau de tout ce qui était juridique et tous ces trucs-là. Et c'est vrai que, par exemple, par contre, le deal qu'ils avaient eu, c'est effectivement, ils anonymisaient les pseudos. Donc, c'est-à-dire que moi, je me suis dit, effectivement, un pseudo, ben, c'est un pseudo, donc c'était plus ou moins anonyme, puisqu'il n'y a pas de nom. Mais malgré tout, ils ont considéré que c'était quand même une manière d'identifier les gens. Et donc, du coup, le deal, c'est ça, on récupère les données, mais même les pseudos, on les anonymise. Voilà. Et après, effectivement, c'est ça, c'est que c'est pas forcément, à mon avis, non plus. Enfin, l'avantage de taper directement dans la base de données, c'est que justement, ça évite de devoir aller chercher à la pêche comme ça, enfin, au sélecteur, c'est-à-dire qu'au sélecteur CSS. Vraiment, c'est ça la difficulté, c'est effectivement, et donc ça, c'est ça que je vous disais, c'est que si jamais dans un an, ils décident de changer l'aspect graphique, enfin, c'est par exemple, si ils refont une refonte graphique de leur site, il y a de fortes chances pour que aussi le code HTML soit modifié. C'est pas forcément, comment dirais-je, une obligation, parce que justement, euh, l'avantage de séparer, comment dirais-je, l'affichage en fait entre le HTML et les feuilles de style, c'est qu'en général, normalement, c'est en seulement changeant les feuilles de style qu'on peut changer un aspect graphique. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, il suffit que là, je sais pas, ils tournent avec une application, sur le site web du CNRS, c'est ce qui s'est passé, hein, quand ils ont fait une refonte graphique, ils n'ont pas fait qu'une refonte graphique, ils ont aussi changé d'outil de gestion de contenu. Et là, du coup, c'est clair que là, les pages HTML, elles sont sont pas générées par le même logiciel. Il y a de fortes chances pour qu'elles soient très différentes au niveau de la structure, quoi. Enfin, donc du coup du code HTML. Et donc ça veut dire que le script est plus valide et puis bon, il faut se retaper, du coup, faut refaire un nouveau script de scrapping, quoi. Mais par contre, c'est ça, récupérer aussi, de taper directement, enfin si jamais on récupère directement la base de données, c'est pas ça n'empêche pas qu'il va falloir aussi comprendre sa structure. Et il y a des cas, par exemple, sur des sites en SPIP ou en WordPress, je pense que c'est plus ou moins, en tout cas en SPIP, c'est la structure de la
base de données par rapport à ce qu'on s'attend à récupérer est très clair, quoi. Mais il y a des choses, par exemple, moi j'utilise aussi un outil de gestion, enfin, un outil pour faire des bases, des bibliothèques numériques qui s'appelle, comment dirais-je, qui s'appelle Omeka. Et la structure de la base n'est pas forcément non plus. Ça demande, oui, c'est ça, ça demande un petit peu de travail, quoi, pour comprendre sa structure, quoi. Mais l'avantage aussi de la base de données, si jamais, c'est qu'on peut la réimporter. C'est surtout qu'on peut l'interroger directement. C'est-à-dire que ce qu'on oublie souvent dans l'avantage des bases de données, c'est que ça permet de stocker des données, bien sûr, mais ça permet surtout de les interroger avec un langage comment dirais-je, de requête, comme par exemple le SQL. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, en gros, si jamais je pouvais taper directement dans la base de données de mon forum, de ce forum-là, plutôt que de récupérer comment dirais-je, tous les messages, je pourrais récupérer éventuellement tous les messages qui ont été postés par Zoro, je veux dire, en 2004. Parce que justement, voilà, ça aussi, c'est l'avantage de récupérer la base, quoi. Alors, je réitère mes invitations aux commentaires et aux questions. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui tombe. N'hésitez pas. De toute façon, on est quasiment, enfin, on est à l'heure, hein, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as des alternatives à Scrappy que tu as utilisées, qui te conviennent ou pas? Enfin, Non, j'ai pas testé. J'ai pas testé. Parce que je dirais que en plus de ça, enfin, la première prise en main de Scrappy m'a pris suffisamment de temps. Et puis en même temps, comme j'avais déjà un environnement. C'est vrai qu'en réalité, j'ai pas eu d'autres demandes à part celle du forum des assistantes maternelles. Donc du coup, moi, ça m'a permis aussi du coup de mieux comprendre certains mécanismes de Python. Parce que c'était donc consolider un petit peu des choses, enfin de consolider des choses que ma connaissance sur le langage lui-même, quoi. Donc du coup, j'ai pas cherché à explorer d'autres outils, non. Mais et en plus de ça, je pense que vraiment Scrappy, enfin, je pense que c'est quand même un truc qui est quand même assez populaire, quoi, je dirais, dans cette branche, quoi, dans le scrapping, quoi. Je pense que c'est assez. Et puis je pense qu'il n'y a pas. En réalité, c'est ça. Je pense que le scrapping, quel que soit le logiciel avec lequel qu'on l'utilise, je pense n'affranchit pas du coup de cette problématique de la compréhension, enfin en tout cas d'une analyse du code HTML, quoi. Et donc de se palucher effectivement à ce qu'on a vu, quoi. C'est-à-dire on explore quand on n'est pas forcément familier effectivement avec le code HTML, ça peut sembler un peu même comme ardu, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, il me semble que tu l'as dit dans ton exposé, mais bon, toi, tu travailles en fait dans un environnement Python, c'est-à-dire en fait, les données que tu as récupérées avec la librairie Scrappy, tu les as exploitées aussi en Python. Bah là, en fait, en gros, moi, je n'ai pas exploité, j'ai pas exploité les données pour le forum des assistantes maternelles. En fait, c'est ma collègue sociologue qui les a exploitées. D'ailleurs, en plus de ça, elle n'a même pas utilisé comment dirais-je, du coup, quand j'avais exporté les données sous forme d'un fichier CSV, donc elle a importé tout ça dans Excel et puis après elle a fait son analyse avec ça. Bon, bah, du coup, il y a un Bénédicte Garnier qui te remercie pour l'exposé. Et qui dit elle n'a plus qu'à s'y mettre, en fait, voilà. Ah bah voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Après, sinon, après, c'est sûr que, après, oui, si jamais les gens veulent, faire comment dirais-je, des analyses et puis, du scrapping et puis qui sont complètement perdus ou qui ne savent pas du tout à démarrer le truc, je peux aussi
je peux aussi apporter mes lumières, quoi. Ça, c'est possible. Pour le démarrage, c'est aussi possible, quoi. Merci. Hein. Si c'est pas des problèmes trop compliqués. On a une question, là, Benoît. Ouais, hop. Alors en fait, la question, je vais la généraliser un peu plus. C'est est-ce que la présentation que tu as faite plus le lien vers ton site GitHub, Oui. tu peux nous le donner? Oui. Ben c'est ça, faut que je partage. Va falloir que je partage ma présentation. Alors c'est vrai que vous pouvez. Alors il y a comment dirais-je le code à exécuter, il est sur il est sur GitHub. Les liens, je les ai mis effectivement dans la comment dirais-je dans la présentation. Et puis après bon, c'est vrai que ma présentation elle vaut ce qu'elle vaut, mais si jamais alors il y a aussi une alternative, c'est d'utiliser donc là, je précisais, si jamais vous avez déjà un environnement, si vous connaissez déjà Python, je pense que le plus simple pour démarrer, c'est carrément de taper dans le tutoriel de Scrappy, qui est aussi très très bien. Et puis, si jamais vous n'avez pas d'environnement, ce qui est pas mal aussi, c'est le billet de blog que j'avais fait où je détaille vraiment pas à pas avec capture d'écran, je l'ai mis à jour là, en début de semaine, pour tout ce qu'il faut pour avoir un environnement au poil, quoi, pour utiliser Scrappy, quoi. Mais sinon, je vous donnerai du coup le lien vers la présentation. Ouais. Super. Bon, ben merci beaucoup. Voilà. C'est clair que ça ouvre des portes vers vers pas mal de choses. Donc c'est toujours intéressant de partager ces expériences-là. Écoute, je pense qu'on va au nom des organisateurs et de tous les participants, je vais te remercier pour cet exposé, pour avoir pris du temps pour nous consacrer à propos de Scrappy. Et puis de toute façon, je pense qu'on va regarder aussi ce que vous faites là dans votre atelier là sur les outils du Quanti en sciences humaines et sociales à Brest. Ouais. C'est vrai que ça peut nous donner pas mal d'idées aussi pour sur des formations ou des séminaires à faire localement. Ouais. Donc ça a vraiment d'être chouette votre groupe. Hein, donc on a réussi à trouver une bonne dynamique. Ouais, ça a l'air d'être bien sympa. Ouais. Bien, donc je ne sais pas si Viviane ou Damien veut... Non, juste merci beaucoup. Mais effectivement, ça fait rêver sur ce qu'on peut faire, mais il y a l'air d'avoir un petit coup d'entrée quand même. Hein. Mais ouais, c'était vachement intéressant. Merci beaucoup. Mais c'est sûr que, moi là, je me dis, pour faire une extraction quelconque, ça me prendrait beaucoup de temps. Si toi, tu dis une semaine déjà. Non, mais là, c'était vraiment, c'est parce que là, le truc était un peu compliqué, hein. Mais bon, en réalité, c'est ça, pour faire un truc assez simple sur extraire les données de cette page-là, juste ça prend vraiment, c'est vraiment pas très très long. Ça pense pas. Enfin, effectivement, et là, ça dépend beaucoup, effectivement, des connaissances qu'on a sur des technos qui sont, effectivement, s'il y a beaucoup de choses qui sont, ça sous-entend, d'avoir peut-être une petite familiarité avec beaucoup de technos comme le HTML, le Python un petit peu, mais effectivement, tout ça cumulé, ça peut faire peut-être beaucoup. Ouais. Mais c'est pas, voilà, après, je pense que vraiment, là, évidemment, ça prend du temps, etc. Je pense qu'aussi, les présentations, ça demande de l'attention. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se décourager et que je pense que quand déjà l'installation de l'environnement, en utilisant le petit tutoriel, je pense que ça prend un peu de temps. Moi, je sais que effectivement, trouver le bon environnement, ça m'a pris du temps. Du coup, là, je pense que ça mâche pas mal le travail. Et puis après, effectivement, par comment dirais-je, les slides, j'essaie vraiment de les faire très détaillés, ou par le tutoriel de Scrappy, franchement, on peut arriver à faire des trucs assez sympas en peu de temps, quoi. Je pense vraiment. Bon, avant de te déconnecter, tu pourras regarder tous les commentaires dans le chat ou dans les questions-réponses de gens qui te remercient. Ok, ouais, merci. Quitte pas sans regarder ça. Ouais. Bien. Ok. Je vous envoie le lien vers la présentation, quoi.
Alors, par contre, il y a Marion qui est en train de poser des dernières questions. Ouais. Je pense que je suis désolé Marion, éventuellement tu peux te contacter directement Jean-Baptiste. Tu trouveras sur son mail sur le site de j'allais dire du centre de recherche bretonne et celtique, mais qui tu dis le CRBC, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, il n'y a pas de prononciation plus je peux dire plus bretonnante ou quoi. Bon bref, merci beaucoup à Jean-Baptiste, merci à vous d'avoir participé à ce tuto, et puis on se retrouve prochainement d'ici le début juillet sur le 3 juillet sur les différents outils pour retranscrire des données qualitatives. Donc là, c'est pas des données qui viennent du web, ce sera des données plutôt récupérées avec des entretiens conduits de manière plus ethnographique. Voilà. Merci à tous, et puis donc à bientôt dans les tutos.